Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et l'homme du Figaro ce matin, c'est Guillaume Tabar de retour. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. L'entretien télévisé d'Emmanuel Macron hier était très attendu, bien sûr. Est-ce que selon vous, il a permis d'en savoir un petit peu plus sur le fameux nouveau chemin sur lequel le chef de l'État aimerait bien conduire les Français? Écoutez, franchement, non. Non, parce que l'exercice était trop contradictoire. D'un côté, on attendait effectivement du chef de l'État qu'il balise la future étape de son quinquennat, mais de l'autre, il était une fois de plus renvoyé au sentiment qu'il renvoyait aux Français, d'où un énième et répétitif plaidoyer à cheval entre le mea culpa et l'auto-justification. D'un côté, il a donné pour unique raison de sa séparation d'avec Édouard Philippe la nécessité d'écrire une nouvelle page, mais de l'autre, il a passé au moins autant de temps à expliquer pourquoi sa politique passée était juste et pourquoi il était nécessaire, par exemple, de relancer la réforme des retraites. Et puis surtout, il était intervenu à la télévision il y a un mois, on s'en souvient, pour annoncer déjà les bases de ce nouveau chemin. Et à l'époque, on avait dit, mais il n'y a rien de précis. Et l'Élysée avait répondu, c'est normal, cette intervention n'était qu'une sorte de bande-annonce. Le grand projet de la fin du quinquennat sera dévoilé et précisé la fois d'après. C'est-à-dire hier. Et ben là, la fois d'après, c'était hier, vous l'avez dit, et ça n'est toujours pas plus clair. Alors bien sûr, Emmanuel Macron reste décidé à agir. On le voit sur l'emploi. Il entend garder son cap initial, ça a au moins le mérite de la cohérence. Mais hier, c'est comme si, à la recherche de ce nouveau chemin, il avait égaré sa capacité à surprendre, sa capacité à innover, et plus encore sa capacité à entraîner. Alors tout de même, Guillaume, si on essaye de chercher du pratique et du concret dans ses propos, il y a quand même eu l'annonce sur les masques, même si elle est présentée comme tardive par les gens de la santé, et puis celle du référendum sur l'écologie. Bon, il y a quand même un petit peu de concret dans cet entretien, non? Les masques, oui, encore qu'on peut se demander si une telle annonce relève bien du chef de l'État. Sur l'écologie, a-t-on vraiment senti du souffle? Souvenez-vous, il y a 15 jours, il avait annoncé d'autres référendums sur des mesures concrètes, pas uniquement pour ajouter un mot dans la Constitution. Que sont-ils devenus? On n'en sait rien. Et puis, bien sûr qu'un entretien ne peut pas aborder tous les sujets, mais quand même, de la part d'un président de la République, un mot d'hommage à Philippe Monguillot, le conducteur du bus de Bayonne, ou à la gendarme Mélanie Lemay, un mot sur la violence dans le pays, ça aurait été bienvenu. D'ailleurs, on en a eu la confirmation quelques instants après. Alors bon, cet après-midi, c'est Jean Castex qui prend la parole. Au moins, on ne pourra pas reprocher à Emmanuel Macron d'avoir volé la vedette à son nouveau Premier ministre. Mais peut-être l'a-t-il fait exprès, sait-on jamais, justement pour lui laisser la primeur. On verra. On verra bien. C'est cet après-midi, 14h, je crois. Merci beaucoup, Guillaume Tabar du Figaro. Donc, aujourd'hui, demain et après-demain sur l'antenne de Radio Classique. À demain, Guillaume, à demain. Sans faute. Il est exactement 8h14. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Et l'invité de Radio Classique ce matin, c'est Boris Vallaud, le porte-parole du Parti Socialiste, qui est en studio avec nous. Monsieur Vallaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Écoutez, on va poursuivre derrière Tabar. Vous avez bien entendu suivi les propos du président de la République. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans les grandes lignes? Après, on ira dans le détail. Je dois dire que l'éditorial de Guillaume Tabar était assez juste. On a eu un président de la République essentiellement commentateur de lui-même. Pendant plus de la moitié de l'interview, il a parlé de lui, de la perception que les Français avaient de lui-même. Il a fait de la sociologie un peu de bistrot quand même, pour expliquer la France et les Français, leurs difficultés face aux réformes, face à tout un tas de sujets. Au fond, c'était assez décevant. C'est vrai que on a le sentiment que le teasing promettait beaucoup et qu'en réalité, l'interview elle-même a été assez décevante. Pas de vraie annonce, pas de vrai chemin. En matière tout de même d'emploi des jeunes, ça a l'air de le préoccuper énormément. Il a annoncé du concret, il a annoncé des exemptions de charges, il a annoncé des choses qui d'ailleurs avaient été un peu éventées par un certain nombre de ses ministres avant. D'ailleurs des choses qui sont sur la nécessité de se préoccuper de l'emploi des jeunes. Ça c'est une réalité incontournable. 800 000 attendus sur le marché du travail. Oui, et beaucoup à la faculté dans l'enseignement supérieur dès la rentrée, sans qu'on sache très bien ce que le ministère en charge de l'enseignement supérieur fait pour être capable d'accueillir tous ces étudiants supplémentaires. Il y a des choses qui sont discutables. Le choix des exonérations interroge. Vous savez qu'il n'y a plus de cotisation au niveau du SMIC. Oui. Il aurait sans doute mieux valu avoir une aide directe à l'embauche pour les entreprises. Il faut se poser aussi la question de la compensation des exonérations de cotisation. Vous savez que maintenant, la pratique du gouvernement est de ne pas compenser à la sécurité sociale
les exonérations de cotisations. Et donc, vous voyez bien qu'on est face à une contradiction. On a besoin de plus de moyens pour l'hôpital, notamment, et on ne compense pas ce qui vient la financer, cette sécurité sociale. Il y a des choses également à dire sur le logement des jeunes, sur l'aide alimentaire, sur la capacité de tous ces jeunes à vivre au quotidien. Vous avez noté, la FAGE a rendu public avant-hier, je crois, c'est un syndicat étudiant, le plus principal. 80% des étudiants ont eu des difficultés financières pendant le confinement. Oui. Et 80% d'entre eux aussi ont le sentiment d'avoir décroché sur le plan universitaire. Voilà deux sujets qui sont demeurés des sujets orphelins. La question de cette aide financière pour les jeunes. Vous savez, il y a cette curiosité en France. Majorité pénale à 16 ans, majorité civique à 18 ans, majorité sociale à 24. Mais de 18 à 24 ans, il y a des jeunes qui vont être dans une insigne difficulté et auxquels, pour l'instant, on ne sait pas comment le gouvernement va leur venir en aide matériellement. Boris Vallaud, c'est frappant, et Guillaume Tabar le rappelait, il dit, le président de la République, écoutez, il n'y a pas de raison que je change de cap. C'est-à-dire que les grandes réformes que j'ai souhaité initier, notamment la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, dans le principe, on n'y touche pas. Après, dans la méthodologie de mise en application, il y a peut-être du delta à trouver. C'est étonnant parce que il semble ne pas surtout vouloir changer de ligne, alors que des prédécesseurs à lui, à commencer par François Mitterrand en 1983, a complètement changé de cap économique. Mais c'est un président de la République qui, déjà candidat, promettait de changer de méthode. Et puis il n'en finit pas de promettre de changer de méthode, de co-construire, de dialoguer avec les partenaires sociaux, de respecter le Parlement. Mais enfin, tout ça, ça ne sont que des mots, et en pratique, ça n'est jamais effectif. Oui. Vous avez évoqué la réforme des retraites. La réforme des retraites, ça fait 3 ans qu'il y a prétendument un dialogue avec les partenaires sociaux. Vous croyez que Jean Castex va arriver à régler ça très vite? Ses premiers mots à M. Castex, ça a dit « Je règle le Ségur en 8 jours et la réforme des retraites en quelques mois ». Écoutez, nous verrons bien. En tout cas, il a aussi promis d'écouter les partenaires sociaux, et les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats patronaux, demandent à ce que l'on renonce à cette réforme des retraites. Et je voudrais juste sur cette réforme des retraites dire une chose. Il y a là 30 milliards d'euros de déficit. Ça, c'est une réalité objective. Il y a moins de PIB, moins de cotisations, et donc un déficit qui se creuse. Avec le rebond économique que chacun espère, mais il faudrait que le gouvernement propose un plan plus rapidement qu'il ne le fait. Il y aura à nouveau de la croissance, des cotisations et des rentrées pour financer le système de retraite. Le gouvernement identifie mal les difficultés de notre système de retraite. La principale difficulté, c'est que le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs va se dégrader dans les décennies à venir. Et que la question qui nous est posée, c'est celle du niveau de vie des retraités. Et quand le gouvernement dit qu'il conduit une politique juste, et notamment pour les premiers de tranchée, ça n'est pas vrai. Par exemple, pour une caissière ou pour un éboueur, il aura à choisir, parce que souvent ils ont commencé tôt, à travailler plus longtemps ou avoir une plus basse pension. Pour les infirmières, ils ont supprimé ce qu'on appelle le service actif. C'est-à-dire que demain, avec la réforme des retraites, les infirmières, celles que nous avons applaudies à 20h tous les soirs, vont devoir partir à la retraite plus tard. Voilà la réalité objective de la réforme telle qu'elle a été, elle est passée en force à l'Assemblée nationale. Et puis, écouter les partenaires sociaux, c'est aussi revenir sur la réforme de l'assurance chômage. Je n'en ai pas entendu un mot hier. Pourquoi les partenaires sociaux n'ont-ils pas entre les mains la charge de renégocier une réforme de l'assurance chômage conforme aux nécessités de notre temps? Je pense à ceux qui auront des difficultés à rentrer dans le dispositif, à se créer des droits au chômage. Je pense à ceux qui auront du mal à retrouver un emploi, qui auront besoin d'aller en formation. Je pense aux indépendants. Vous savez, le président de la République nous avait fait croire que sa précédente réforme de l'assurance chômage faisait rentrer beaucoup d'indépendants dans le dispositif. C'est pas vrai. C'est 50 par mois pour toute la France depuis que cette réforme a été mise en œuvre. Or là, on sait que beaucoup de nos indépendants vont se retrouver dans une grande difficulté. Qu'est-ce qu'il leur propose? Pour l'instant, pas grand-chose. Boris Vallaud, est-ce que, parlons politique et parlons des échéances électorales, il y a 2 échéances très importantes l'année prochaine, les départementales et les régionales. Comment vous, Parti Socialiste, avec vos 28 députés, avec une force de frappe électorale très très réduite, voyez-vous les choses? Vous allez vous allier partout où c'est possible, comme vous l'avez fait au municipal, pour faire gagner des gens de gauche, si même pas vous. Vous m'autorisez à vous contredire sur la force électorale que vous qualifiez, je crois, de limitée. Oui, faible. Vous avez vu le résultat des élections municipales. Oui. Le Parti Socialiste sort dans de très bonnes conditions de ces élections municipales, avec de nombreux exécutifs renouvelés et même des conquêtes. Je pense à Périgueux, je pense
à Quimper. Mais vous avez fait aussi gagner des gens de gauche, des élus verts, notamment à Marseille, à Lyon. Alors à Marseille, il y avait un candidat vert au premier tour. Et les socialistes étaient dans l'archipel citoyen dès le départ. Oui, ce que prouve cette élection, c'est que unis, on est plus fort. Est-ce qu'on le découvre? Non, c'est l'histoire de la gauche depuis bien longtemps. Et dans les élections à venir, eh bien oui, il faut montrer d'abord que la relance, que la solidarité, que la mutation économique, que le tournant écologique, il est d'abord le fait des territoires. C'est ce qu'ont choisi les Françaises et les Français dans les élections municipales, c'est que leur vie soit changée au quotidien, solidaire pour le présent et responsable et productif pour l'avenir, soutenable pour l'avenir. Est-ce que vous ne risquez pas d'être laminé par les Verts? Ils sont sur une vague portante extraordinaire. Et par exemple, peut-être qu'au régional, l'an prochain, ils voudront aller tout seuls, en disant on n'a pas besoin des socialistes. On verra, il y aura des discussions. Il y aura des discussions entre nous. Écoutez-moi, ce que je sais, c'est que dans les régions qui sont dirigées par des présidents ou des présidentes socialistes, je pense chez moi en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie avec Carole Delga, eh bien la vie quotidienne des gens est changée. Il y a une politique économique, une politique sociale, une politique d'aménagement du territoire, une politique de transport, une politique de mutation écologique extrêmement importante. Et ce que les municipales ont montré, ce que les régionales, je l'espère, et les départementales montreront, c'est qu'il y a un autre chemin que celui qui est proposé par Emmanuel Macron, qui est possible et qui peut trouver un aboutissement dans les urnes. Un autre chemin, d'accord. Et juste un mot, parce que vous avez amené un petit opuscule dont vous vouliez dire un mot, vous m'avez dit avant en studio. Deux choses. Nous avons proposé le 9 juin dernier un plan de rebond économique, social et écologique. Il est très complet, plus complet que ce que a proposé le président de la République, et il faut démarrer maintenant, parce que toujours perdu, c'est la facture et la fracture qui s'accroît. Et puis, le président de la République a parlé de rénovation thermique. Nous avons un projet de massification de la rénovation thermique. Ça a été refusé par le gouvernement il y a quelques mois. La Convention citoyenne est passée par là. Eh bien, que le gouvernement, que l'exécutif montre qu'il a changé. Vous avez qu'à l'envoyer à l'Élysée. C'est fait. Ah, c'est fait, ils l'ont déjà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On envoie à tout le monde. Boris Vallaud, le porte-parole du Parti Socialiste sur Radio Classique ce 15 juillet. Je vous souhaite un bon été, monsieur Vallaud. Merci à vous aussi. Bon courage à vous. Il est 8h24 exactement. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette antenne. Dans 2 minutes, Laurent Saïm et les nouvelles de l'Amérique submergées par le coronavirus. Conséquence, les ventes d'armes à feu sont au plus haut. Vous allez comprendre pourquoi.